Jérôme, ça va? Bonjour. Non, Oui, allez, on va se serrer la main. Bonjour. Bon, On va merci. monter? Ouais, merci de nous accueillir encore. Ah oui. À force, on va connaître par cœur. Il faut frapper. Et alors, juste pour reprendre notre petit cahier des charges, hein, je suis désolée, je fais la maîtresse d'école, mais donc là, parce que ce qu'il faut qu'on vienne vérifier, c'est qu'elles sont élevées en plein air, en faible densité. Alors déjà, bon, plein air, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi là, toutes nos poules sont ici? Et qu'est-ce que c'est la faible densité aussi? À quoi ça correspond dans tous les cas? Voilà. Eh ben, normalement, on est en poule plein air, on dit code 1 sur les œufs. Et là, on peut dire qu'il y a la densité, elle est là, mais il n'y a que 9 poules au mètre carré. Parce que là, on est tellement groupés ici qu'elles viennent à nous. Parce que vous voyez, à l'autre bout, là-bas, il n'y a plus personne. Oui, il n'y a plus personne. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, elles sont très jeunes. Donc on dresse comme un petit enfant. On les dresse à aller vers le pondoir. Et au niveau de la norme, au niveau français, on n'a pas le droit de sortir la poule dehors tout pendant que l'œuf n'atteint pas 53 grammes. C'est la norme? C'est la norme. Ah, sors par là, tu filmes tout de suite. Et attends, je vais refermer dans la foulée. Ouais, sors par là, il y en a une tous les 5 mètres jusqu'à l'autre bout, pareil de l'autre côté. C'est fou parce qu'elles se sont tues pendant que tu ouvrais la trappe. C'était vraiment, découverte de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Et juste alors, pour terminer mon point, donc, sur le plein air, c'est compliqué de le vérifier aujourd'hui, même si bon, on comprend bien qu'elles peuvent y aller quand elles veulent à partir du moment où elles ont l'âge. Mais sur le faible densité, c'est quoi faible densité? Tu me disais, c'est un nombre de poules au mètre carré? Oui, normalement en poule plein air, c'est 9 poules au mètre carré, dans le poulailler. Et à l'extérieur du poulailler, il faut 4 mètres carrés par poule. Dans le parc, si on veut aller voir. Et moi, j'en ai parqué 6 hectares, alors que normalement, il fallait 4 hectares 80. Ok, et là, tu as combien de poules sur combien de surface? Ben là, il y a 12 000 poules sur 1380 mètres carrés. C'est ça. J'ai jamais refait le calcul, mais normalement, c'est ça. 8,69. Oui, c'est ça. Ok. Et alors là, est-ce que tu peux nous expliquer le cycle de vie d'une poule? Je sais pas, la journée, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc là, il y a l'aliment, il y a la boisson. Comment ça s'organise dans la journée? Même du coup, toi, ton travail, comment tu... Ah oui. Eh ben, juste quand la poule, le matin, là, en ce moment, ça se réveille à 7 h le matin. Donc la poule qui est perchée, comme on voit là-haut, là, elle descend tranquillement. Elle va grignoter un petit peu. Elle remonte par des petites échelles. Là. Elle va boire dans les abreuvoirs qui sont là. Oui, allô? Ok. Et après, vous avez le pondoir qui est juste derrière. Et après, elle redescend, elle fait sa petite vie au niveau des gamelles. Les gamelles, elles sont en permanence alimentées? Non, non, on fait 2 repas par jour, comme on fait. Ouais, elle pond là-dedans. Alors, je l'ouvre. Et donc, la poule pond ici, et l'œuf, regardez. Tac, il est rendu dans le tapis, et après c'est moi qui le mets en route. Comment? Ah si, ils vont tout le temps. Ils vont tout le temps. C'est fait exprès pour que ça se casse pas, il n'y a aucune casse. Ah non, ah non, il n'y a jamais de casse. Là, on appelle ça, nous, le magasin, c'est-à-dire que ici, c'est là que je conditionne tous mes œufs. C'est-à-dire c'est moi qui trie les œufs classés des œufs déclassés. Et il y a 2 sortes de déclassés. Vous avez déclassé élevage, donc c'est moi qui trie. Et après, vous avez les déclassés centre. C'est ce qui passe au mirage, au centre de conditionnement. Pour voir si les œufs, il n'y a pas un impact ou compagnie dessus. Et une fois que j'ai trié tous mes œufs, je les mets dans mon local à côté qui est réfrigéré à 16 degrés. Je mets mon étiquette avec ma référence à moi sur la palette, avec la date de ponte. Et après, ça part à l'œuf.
Et au juste ici, moi, c'est vraiment mon petit bureau à moi. Je note ma consommation d'eau, ma consommation d'aliments par jour. C'est là que je fais toute ma technique d'élevage ici, quoi. Et alors, le prix qui a été fixé sur C'est qui le patron, là, il est marqué que du coup, ça correspond à une rémunération qui permet aux producteurs de se payer convenablement et de profiter de temps libre. Donc la grande question, c'est est-ce que c'est vrai? C'est ce que j'ai expliqué l'autre fois, c'est que c'est la première année qu'on est parti avec toute la famille en vacances en Vendée cette année. Ça faisait 5 ans qu'on n'était pas parti. Une semaine. Pour nous, c'est quand même une bonne nouvelle. Bah voilà, aussi, le but était là aussi. C'est là aussi. Parce que le et de profiter de temps libre, bon, à la rigueur, c'est soit tu profites de temps libre, soit tu réinvestis, entre guillemets, ça, c'est ton arbitrage. Mais si tu arrives à faire les deux, c'est encore. Enfin, pour nous, c'est génial. On se dit, bah. Ah bah normalement, le but, il est là aussi. C'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on ne doit pas se payer du bon temps aussi, quoi. Oui, quand même. Donc le but, il est là aussi. Donc alors si je reprends mon petit cahier des charges, alimentation, 65% minimum de céréales. Donc à partir de ça, comment on fait pour savoir Voilà, On les voit, qu'il y a hein. 60 Là, on les voit, on les voit. de maïs, minimum? maïs, avoine, le blé. Et puis là, vous avez on appelle ça, c'est ce qu'on appelle le soja, Voilà. non OGM. Inférieur à 0,9. Dans l'alimentation, hein, il y a donc une part céréale hein, qui est donc là importante, 65%, donc une origine française sur les céréales entières. Et après, il y a les issues, donc c'est les céréales qui vont être un petit peu plus broyées. Après, il y a aussi une part protéique hein, dans l'alimentation, hein, donc pour amener, donc ça va être du soja, du tournesol, donc tout ce qui est oléoprotéagineux. Après, il y a des acides aminés aussi, voilà. Et puis j'ai. Et ça, la composition, le fait que ce soit 65% minimum, comment on peut le savoir? Comment on peut le vérifier? Si, ben moi j'ai un bon de livraison À la formulation, à la l'usine formulation, d'aliments. à l'usine d'aliments. Donc vous pouvez même appeler directement Ulpin, qui me fournit en aliments. Vous l'appelez, ils vont vous donner toutes les caractéristiques d'une tonne d'aliments, si vous l'avez par là. Bonjour. Bonjour Nathalie. Ça va? Bienvenue. Bonjour. Alors, bienvenue au laboratoire. Ici, on vérifie la conformité des œufs. Donc déjà, à réception, chaque éleveur est contrôlé à réception tous les mois sur un échantillon au hasard. On va vérifier 2 critères. On va tout d'abord vérifier la fraîcheur de l'œuf, qui est indiquée par en fait voilà, l'épaisseur de votre blanc. Donc vous avez 2 types de blanc. Vous en avez un qui est très gélatineux et très épais près du jaune d'œuf, et un qui est beaucoup plus liquide en périphérie. Donc nous on va vérifier la hauteur de ce blanc gélatineux. Donc j'ai pesé l'œuf avant, puisqu'il y a un ratio qui va se faire entre le poids de l'œuf et l'épaisseur de ce blanc. Donc on a tout simplement un petit trépied qui, par un savant calcul, donc entre le poids et la hauteur de ce blanc, nous sort une valeur chiffrée. Donc moi, sur ce produit-là, je dois être à plus de 70. Donc là, je suis à 101. Pour moi, l'œuf est conforme. Et mon deuxième critère se situe au niveau de la coloration du jaune. Alors la coloration du jaune, ça va tout simplement, alors c'est très vite, c'est très rapide, c'est un flash lumineux, voilà. Notre appareil, il est capable de déterminer un spectre de coloration et donc il nous indique une valeur chiffrée, pareil. Généralement, voilà, on est à 10, nous on est aux alentours, allez, de 8 à 10 à peu près. Alors déjà, on ne fait pas qu'un seul œuf, hein, on contrôle, on fait un échantillon de 12 œufs. Si on a un échantillon au total qui est vraiment hors limite, on va reprendre un échantillon
puisqu'on peut être tombé malencontreusement sur un mauvais lot. On refait une contre-analyse. S'il s'avère que c'est encore des valeurs trop faibles ou trop élevées, on bloque effectivement la palette, elle n'est pas calibrée. On avertit l'éleveur tout de suite et on va faire des contrôles sur les dates de ponte qui vont suivre. Voilà, donc dès qu'on va recevoir d'autres palettes, on va refaire un contrôle dessus, un peu plus poussé, un peu plus suivi du coup. Voilà. Ça fait partie de nos surprises dans le cahier des charges, c'est que le consommateur a demandé à ce que ça soit une alimentation exclusivement naturelle. D'habitude, dans les recettes des aliments, les fabricants d'aliments mettent des colorants, alors soit de synthèse, ce que nous on ne pratique pas, ou même des colorants naturels. Des colorants naturels donc comme du paprika ou des fleurs de pissenlit, qui ont une action de colorer les œufs. Il a été fait le choix de ne pas utiliser même des éléments naturels qui n'auraient d'action que de coloration. Mais du coup, on a tendance, sur cette gamme C'est qui le patron, à avoir des œufs plus clairs, parce que justement, dans ces autres œufs, vous avez des colorants de synthèse ou naturels, mais vous avez toujours des colorants, ce qu'il n'y a pas dans la gamme C'est qui le patron. Donc au début, ça nous surprenait, mais finalement, on s'habitue et ça fonctionne bien, quoi. Donc là, on arrive sur le centre loué. Donc réception des matières premières, le calibrage. Et donc sur cette unité-là, on a des robots de mise en caisse et de palettisation. Donc on va aller directement au centre Le Gaulois où on calibre les œufs C'est qui le patron actuellement. Donc là, on est sur l'étape de calibrage des œufs. Donc, alors, je dis calibrage, mais c'est bien plus que du calibrage, parce que c'est toute une étape de sélection des œufs. Cette machine-là, c'est est-ce qu'il y a du blanc qui ressort de l'œuf ou est-ce que l'œuf est trop sale. On voit les petits marteaux qui viennent taper sur les œufs. Ça, c'est pour détecter les œufs microfêlés. Parce qu'un œuf microfêlé, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais s'il est microfêlé, il ne va pas bien se conserver. Alors là, c'est l'alimentation des boîtes. Les œufs passent dans le tunnel, ils sont déposés dans les boîtes et on va les ressortir, on va les reprendre de l'autre côté. Là, les œufs sont marqués en début du tunnel. Ils sont déposés suivant leur calibre. Vous voyez que sur les œufs, on a un voyant rouge. C'est pour vérifier que la boîte est bien complète. Et s'il manque un œuf, à ce moment-là, le système de fermeture se bloque et la boîte reste ouverte. Ce qui permet aux opérateurs derrière de dire « Ah, attention, la boîte n'est pas complète », parce que sinon, une fois qu'elle est fermée, on ne voit plus. Ensuite, à cet endroit-là, une fois que la boîte est fermée, vous voyez, elle n'est pas encore marquée. Et donc là, on a l'étape du bras de marquage et on vient marquer le nom de l'éleveur, la date de consommation recommandée, en fonction qui date, c'est 28 jours après la date de ponte, et puis le code de l'éleveur. Ensuite, on remplit les colis et on met, donc là, on met l'étiquette de traçabilité, elle va le remettre après, qui reprend tous les éléments de traçabilité.